Bonjour tout le monde, bienvenue à Ouvre ton jeu. Je veux revenir un peu sur l'événement. Là, ça fait plus d'un mois que c'est sorti, mais comme les podcasts, c'est intemporel, vous pouvez aller les regarder quand vous voulez. Vous pouvez les écouter, vous pouvez aussi les regarder parce qu'évidemment, il y a l'image. Je veux revenir sur l'épisode avec Jeannette Bertrand. Le nombre de commentaires qu'on a eu est incroyable et ce qui me touche tout le temps quand je parle de Jeannette, c'est qu'elle unit toutes les générations. Beaucoup de jeunes l'ont découvert à travers le podcast ou encore, il faut dire que son 100e anniversaire aussi a fait beaucoup parler. Elle a fait plein d'entrevues, mais dans le podcast, elle y va vraiment en profondeur pendant plus d'1h30 et elle était tellement généreuse avec le public. Quelle femme inspirante. Je vais lire un des commentaires parce que je pourrais pas lire les centaines, même je pense les milliers de commentaires. Il y a Nicole qui nous dit « Pionnière dans bien des domaines tout au long de votre vie, vous nous avez expliqué et fait comprendre bien des choses et nous vous en sommes très reconnaissantes. Aujourd'hui, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour et Marie-Claude l'a fait d'une façon géniale. Merci pour cette entrevue dans laquelle on a encore appris des choses, même assez coquines, sur vous, Jeannette. Nous vous souhaitons une belle continuité car nous savons que vous avez encore plein de projets. Que la force soit avec vous. On vous aime. Vive le boulevard Tachereau. Si vous écoutez l'épisode, si vous l'écoutez, vous savez à quoi je fais référence. Elle est toujours surprenante. Puis effectivement, elle est coquine. Et à la question, qu'est-ce qu'on t'a reproché le plus souvent? Elle a répondu, parler de sexualité. Et vous allez voir pourquoi dans le podcast, parce que dans le fond, elle nous a appris beaucoup. C'est vraiment très intéressant. Je vais vous parler d'un partenaire qui s'est joint à nous récemment parce qu'on a les mêmes valeurs. On avait envie de travailler ensemble et on a développé avec le Spa Eastman. Et je veux vous parler du Spa Eastman. On a développé, en fait, on a maintenant la question Spa Eastman. Et si vous vous rendez, je vous la montre, si vous vous rendez sur Patreon, qui est une plateforme où il y a plusieurs podcasts, eh bien, vous allez pouvoir avoir la réponse. On va la faire ici, mais seulement les abonnés Patreon qui pourront l'écouter. Je vais juste dire, le Patreon, les épisodes sont en avance sur le site et aussi, il n'y a aucune publicité. Il y a des exclusivités pour les abonnés, dont cette question-là. Il y a des tirages, des prêts à gagner et il y a des niveaux. Donc, c'est à partir de 3 $ par mois l'abonnement. Et il y a différents niveaux. Puis, est-ce qu'il y a un niveau aussi, je peux aller vous parler. On va faire des choses ensemble. Alors, rendez-vous sur Patreon. Mais ce que je veux vous dire, c'est pourquoi on a voulu être avec le Spa Eastman. C'est que pour moi, c'est vraiment un lieu qui fait du bien, un lieu de mieux-être. On a aussi la plateforme Marie-Club, Espace Mieux-être. Donc, faut prendre soin de soi, l'humain. Puis on le voit à chaque épisode du podcast. Les gens nous parlent d'eux, qu'à certains moments, ils ont dû s'arrêter, prendre soin d'eux. Et c'est ce qui se passe. C'est vraiment... premièrement, c'est situé dans les cantons de l'Est. Donc, c'est à 1 heure de Montréal, à Eastman, évidemment. C'est un lieu de ressourcement. C'est aussi un tout inclus. Vous pouvez dormir là. Il y a les repas qui sont servis. C'est vraiment extraordinaire. Et Jocelyna Dubuc, qui est l'initiatrice de ce spa, elle est toujours là. Elle ne fait que vouloir le mieux-être des personnes qui y sont. Je vous dis, si vous connaissez pas, allez visiter leur site. C'est vraiment un endroit qui fait du bien. Alors, on est très, très, très fiers de les avoir avec nous et on aura des prix à gagner, entre autres au Spa Eastman. Alors, il faut juste être abonné Patreon. J'ai envie, évidemment, de remercier l'ensemble de nos partenaires, entre autres le Marie-Club, qui donne 10 % de rabais sur l'abonnement annuel. Donc, vous vous rendez sur marieclaude.com. Karine Jonca, qui d'ailleurs, c'est elle qui nous a présenté, je vous parlais de Jeannette Bertrand, c'est grâce à elle qu'on a pu présenter le Ouvre ton jeu avec Jeannette devant public. On la remercie. C'est une partenaire depuis le tout début. Et si vous vous rendez sur le site de Karine Jonca, vous faites des achats en ligne, elle vous offre 15 % de rabais avec Ouvre ton jeu 15. Eros et compagnie, où on a toujours des questions. Je trouve... au début, je me demandais qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que les invités seront mal à l'aise avec ce niveau-là? Et pas du tout. Il y a une grande maturité, je trouve, autour de cette table quand on arrive à parler d'intimité, de sexualité. Toujours intéressant. Et eux aussi vous offrent 15 % de rabais. Vous avez seulement qu'à vous rendre sur le site d'Eros et compagnie et rentrer le code promo ROSE15.
Évidemment, on a un partenaire, on a leurs lunettes, entre autres, dans notre décor. Le partenaire est Opto Réseau, donc c'est franchisé. Il y en a partout au Québec. On les remercie d'être avec nous. Évidemment, l'équipe sans qui ce podcast-là n'aurait pas lieu du tout. Caroline Dionne à la coordination, David Bourgeois à la mise en ligne, Jonathan Fréchette à la création numérique, Étienne Collard à la captation, Jérémy Boucher aux réseaux sociaux. Il est temps de parler de mon invité du jour. C'est une fille qui est très polyvalente. C'est une comédienne qu'on aime. On a envie d'être son amie. On dirait qu'on la connaît même sans la connaître. À chaque fois qu'elle joue un rôle, on oublie le rôle qu'elle a joué avant. Et ça, c'est une grande qualité pour une actrice. Mais c'est avant tout une femme intéressante. J'ai eu de la misère à préparer le jeu. J'avais trop de questions pour elle. J'avais envie d'avoir un jeu encore plus long, mais je me suis dit non, on va faire comme les autres. Donc, même ce matin, quand je suis arrivée, j'ai enlevé des questions, puis j'en avais mis plus. Je me dis, mais vers où on va se diriger avec elle? Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va piger, puis quelles questions elle aura à répondre. Je parle d'Anne-Élisabeth Bossé. Vous dire comme j'ai hâte qu'elle soit devant moi. Alors, je vais lui laisser la place, je vais la laisser arriver. Alors, place à Anne-Élisabeth. Moi, mon père est atteint d'Alzheimer depuis quelques années. Ça a été fulgurant. Il a perdu beaucoup de facultés. Il est en CHSLD maintenant. Fait que je trouve on dirait que la mort est rentrée dans ma vie à ce moment-là. Il est là, il est encore tout là, mais on n'a pas le choix d'y penser parce que c'est une maladie dégénérative. Fait que tu sais que tu ne pourras pas la déjouer, la mort, là. Ça fait sentir extrêmement impuissant. Puis quand on est une personne d'action, c'est terrible. J'ai pas trouvé ma façon d'être en paix, sinon que d'être porte-parole pour la fédération parce que ça me donne une petite poigne sur quelque chose. J'aime pas ça penser à quand mon père va partir, mais j'aime pas ça penser qu'il va s'éterniser non plus à tout perdre jusqu'où ça va se rendre. C'est plus regardable. C'est une drôle de danse que je fais avec la mort. On dirait que je suis assise dans le coin puis je me dis, à un moment donné, il va falloir se parler, là. Mais avant, elle n'était pas dans la pièce. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être où on y retrouve plus d'une centaine de classes de maîtres dirigées par des experts, disponibles sur marieclaude.com. Les jeux de table Ouvre ton jeu original et l'édition Couple sont disponibles partout au Québec et sur randolph.ca. Comme je vous le disais en intro, j'avais hâte de la recevoir. Elle est devant moi. Bienvenue, Anne-Élisabeth. Merci, Marie-Claude. Ah, je suis contente que tu sois là. Moi aussi, tu m'avais fait l'invitation rapidement dans une soirée bénéfice il y a 2 ans. Puis je t'avoue que j'avais vraiment envie de venir. J'ai été longue à t'inviter. Mais il est arrivé beaucoup de choses depuis. Je le sais. On le sait. Je le sais. La vie va vite. Fait que non, je suis bien contente d'honorer cette invitation. Comment tu vas? Ça va bien. Ça va très bien. Oui. Très bien. Très bien. On dirait que c'est dur de répondre une affaire. La vie, c'est plein d'affaires. Mais en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien, là. Fait que non, je suis capable de répondre simplement oui, je vais bien. Moi, j'ai écouté tout ce qui est disponible jusqu'à maintenant. Pourri gâté. Gâté pourri. Pourri gâté, c'est ma mère qui me disait ça. T'es pourri gâté. Vous autres, c'est gâté pourri. Pourri gâté, c'est aussi une série en France. On s'en est rendu compte après qu'on avait 2 fois. Fait que là, on fait attention, on n'a pas le. OK, fait que c'est gâté pourri. Gâté pourri. Mais c'est tellement bon. Ah, t'aimes ça? Ah, ben oui. Mais tu sais, le premier épisode, j'étais là, je vais-tu aimer ça? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je suis tout le temps. Ça me prend 2 épisodes, moi, pour. Ouais. Puis là, le deuxième épisode, OK, j'aime tout. J'aime ça. La dynamique entre Pascal, entre Suzy, toi, vous avez co-écrit cette série-là, c'est ça? Oui. Il y a 2 ans, maintenant presque 3, on a eu un flash en voyage, les 3 ensemble. On est des grandes amies d'improvisation depuis des années. Donc, c'est Pascal, juste Renaud Hébert, pour ceux qui ne le savent pas, puis Suzy Bouchard. Hein? Absolument. Pascal que tu as reçu d'ailleurs. Oui, qui est extraordinaire. Oui, puis on s'est dit, ça serait le fun de. Tu sais, on aime tellement ça faire des jokes dans la vie, puis on s'est dit, et si on mettait ce plaisir-là à l'œuvre, si on essayait d'écrire une série ensemble, puis
on a été chanceuses. On a eu de la place dans la grille de Crave. On a un très beau développement. On s'est bien entendu, les 3 filles. Moi, j'ai beaucoup de croûte à manger encore, là, l'écriture. Moi, je suis la seule qui a comme pas de formation en scénarisation, quoi que ce soit. J'ai appris sur le tas un peu, avec humilité. Puis, mais oui, fait que ça a donné Gâté pourri 10 épisodes. Avec des personnages très différents. Ouais. Des personnages qu'on comprend de plus en plus au fil des épisodes. Moi, je trouve que ça fait du bien parce que c'est comme si on se casse pas la tête. Non, c'est ça. C'est un moment de lâcher prise, là. C'était vraiment le but de faire de quoi profondément rigolo. Les personnages ont des quêtes vraiment simplistes. La trame de fond, c'est l'amitié. En ce moment, là, moi, je snob pas du tout ça, des émissions qui font juste du bien, là. Je dis pas qu'on peut pas réfléchir en riant, là, mais le but, c'était vraiment d'avoir du bon temps. T'as 22 minutes à toi pour juste rire, ça va vite, ça t'amuse, ça t'émerveille, puis c'est fini. Puis c'est parfait. Puis là, si ça va pas faire ça, ben oui, elle est en train de le faire. Ah oui, après, jusqu'au bout des projets, là. Surtout mon personnage, là, ouais, pas gêné. Oui, c'est ça. Oui. Mais les commentaires sont bons jusqu'à maintenant. Vraiment. Je sais pas encore si on va être reconduit, mais je pense que le monde aime ça. Puis oui, on reçoit des belles affaires. En tout cas, j'espère que vous serez reconduite. T'es bien fine. Alors, t'es prête à ouvrir ton jeu? On ouvre le jeu. On ouvre le jeu. Alors, les questions vertes sont des questions d'ordre générique. Les questions jaunes, plus spécifiques. Les questions rouges, on rentre dans... on est pas mal tout le temps personnel, mais les rouges se veulent très personnels. C'est correct. Eros et compagnie, tu auras compris que c'est sensuel ou sexuel. Spiceman, c'est la question mieux-être. Question qui fait du bien. Opto Réseau, c'est toujours la dernière question pour bien finir cette grande rencontre. Et ton Joker, si tu trouves que ça va trop loin, que tu n'as plus envie de répondre aux questions, tu as le droit d'utiliser une fois, tu le mets sur la table et tout de suite, je passe à une autre question. C'est correct. Fait que ça te protège. C'est mon Joker. Niveau vert, tu les brasses sur la table. Tu vas m'en donner 5, s'il te plaît. Tu vas en choisir une et je vais en choisir une. Je peux dire. Non, tu m'en donnes 5. Je vais te les lire. OK, puis j'ai choisi celle que je veux. C'est ça. Ben oui, c'est pas si mystérieux. Là. Moi, je le vivais très tarot. Toi, tu le vivais. Là, je les ai bassés. Tu m'en donnes 5. OK. Ben, je vais te donner les 5 premières. Voilà. Merci. Alors, je vais te les lire, puis c'est là que tu vas en choisir une. Comment réagis-tu à l'autorité? Quel genre d'enfant étais-tu? Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Quelle personne a fait une différence dans ta vie? C'est des bonnes questions, là, tu sais. Je vais choisir celle-là. Parfait. Donc, la question que tu choisis, c'est comment réagis-tu à l'autorité? Oui. Ben moi, j'avais un père policier. Puis ça a vraiment forgé mon éducation. Moi, quand j'étais enfant, les adultes y avaient raison. On devait être extrêmement respectueux, obéissant. C'était important de respecter le chain of command, de respecter la ligne de commandement. Exactement. Là, ouais. Puis ça m'a aidée parce que je trouve que je suis quelqu'un qui... je respecte ça, l'ancienneté. Je respecte mes partenaires plus âgés. Je trouve toujours que j'ai à apprendre des gens plus vieux que moi. Mais de l'autre côté, ça m'ennuie parce que je trouve qu'à un moment donné, notre génération, on a beaucoup appris à être justement, à pas être de trouble, à pas être tannant, à pas dire non. Puis maintenant, vieillissant, moi, je trouve que j'ai beaucoup gardé ça à l'intérieur de moi. Puis ça a fait que j'ai vraiment souvent pas mis mes frontières avec des gens d'autorité ou des... Même, je trouve que rapidement, je mets les personnes en autorité. C'est rare que je me sens au-dessus parce que, je sais pas, j'ai gardé ça dedans de moi d'être... Je sais pas, je vais prendre ta place, prendre une petite place. Oui, c'est ça. Pas prendre toute la place, juste prendre ma place. C'est comme ça a été ça mon défi dans ma vie. Puis j'ai appris, mais ça a été tellement long que je pouvais confronter quelqu'un, arrêter quelqu'un, remettre quelqu'un à sa place. Ça a été bien, bien difficile parce que j'étais toujours il y avait quelque chose en dedans de moi qui disait que c'était pas correct. Et c'était pas être une bonne personne. C'était pas être une bonne fille. C'était pas une... Être une bonne fille. Ouais. Ça revient au père. Ben oui. Ben, la mère aussi. La mère, aux parents. aux parents. C'est ça. Mais ta mère, est-ce qu'elle était aussi autoritaire? Ou je sais pas si elle l'est peut-être encore, là. Non, je pense qu'on était plus... tu sais, on n'était pas une famille, là. Les enfants, ils ont mis de la crème fouettée dans... Comment dire? Ils sautent d'un flaque d'eau, ils dérangent dans le restaurant, c'est pas grave. Tu sais, je pense qu'on voulait bien paraître quand même.
Ben, comme Ouais. pas mal de familles. Oui, là. exactement. C'est ça. Mais tu sais, il y a des familles qui s'en foutent plus, là. Il me Oui. semble justement, les enfants, ils arrivent habillés comme ils veulent, puis ils Ouais. chantent, puis c'est pas grave. Nous, c'était plus comme. On attire pas qu'on attire pas l'attention, mais on brasse pas le. Je sais pas comment dire, là. Profil bas. Fait que quand tu vas être comédienne, puis que t'es dans une famille profil bas, il y a comme une espèce de contradiction entre vouloir la lumière, mais en même temps, une fois que tu l'as, une fois que t'as de l'attention, on dirait qu'il y a quelque chose de comme pas correct. Tu as comme la misère à aller sur le X de la scène où la lumière est le plus sur toi. C'est ça que je veux, mais une fois que je l'ai, je fais c'est correct? Ça va-tu? Ça vous dérange-tu? Ça a été comme. Mais je parle de ça au passé parce que je trouve que j'ai 40 ans quand même. On change un petit peu dans la vie. Des fois, on dit qu'on change pas, mais c'est en regardant avec un bon recul, ça a switché, ça. Mais est-ce que tu penses que c'est ça que tu avais en toi? Puis justement, comme tu as eu peut-être une autorité plus prononcée jeune, c'est comme si tu as camouflé cette partie-là, toi, qui voulait prendre cette place-là? Si elle avait pu disparaître, j'aurais été vraiment contente. C'était pas si bien accueilli, cette partie-là de moi. Ce désir-là d'être comédienne, c'était pas ça rendait personne fière. Ça rendait personne mal, là, mais c'était pas ma fille a tellement de talent, elle va aller. Regardez-la sur scène, c'est mon Dieu, elle aime ça. Ça va finir par passer. Puis, il fallait que ça soit tellement fort en moi, cette flamme-là, pour traverser les épreuves, là, parce que c'était. J'aurais voulu pas vouloir ça. Mais attends, c'est vrai que ce que tu dis, ça me jette à terre, là. Ah ouais, mais c'est parce que... Joker. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça va parler à beaucoup de monde. Ah ouais? Tu sais, des fois, justement, tu avances, tu recules, tu réfléchis, parce qu'à quel moment de ta vie t'as senti que tu voulais être comédienne, que tu voulais endosser des personnages, que tu voulais prendre cette place-là qui est, t'as un public et qui est devant toi, puis tu lui offres quelque chose? Dès que j'ai mis les pieds à l'école, maternelle, j'étais vraiment intriguée. Ben pas maternelle parce que j'ai pas eu d'occasion, mais première année, prof de sciences naturelles qui avait dit on va faire une petite pièce sur l'environnement. Puis moi, enfant timide, gros cheveux frisés, c'était caché dans le fond, fait comme moi. Puis ça sort de nulle part. J'ai mis ça en œuvre, j'ai choisi du monde, j'ai fait la distribution des rôles, présentation devant les parents, aucune gêne. Libre. Mes parents étaient comme mon Dieu, ça sort d'où? Puis tout le monde leur disait, elle est bonne. Puis t'es comme, c'est bon, ben oui, et coudonc, ben oui. Puis au secondaire, j'ai pu commencer à faire du parascolaire en théâtre. Je me suis inscrite pour la troupe qui s'appelait Les Alexandrins. J'ai eu un petit rôle. J'étais pas bien bonne, mais je voulais absolument, j'étais là à toutes les répètes. Je savais le texte de tout le monde. Puis quand est arrivé secondaire 5, c'était le temps de faire un choix pour le cégep. Puis là, je voulais vraiment aller en théâtre. Mais ça impliquait de déménager, d'avoir un appartement. Mais ma famille était comme, mais voyons donc, tu peux étudier en art dramatique, tu peux faire art et lettres à Sorel-Tracy, là, au cégep. Non, parce que c'est une session théâtre, une session danse, une session. Moi, je veux aller en théâtre, là, pour vrai, là. Puis ça a été la plus grosse lutte de toute ma vie. Si vous me laissez pas aller là, je vais mourir. Mes parents, elle va vraiment mourir. Va falloir qu'on fasse de quoi, là. Fait que j'étais allée en appartement, puis j'ai étudié en théâtre, puis je suis devenue comédienne. Mais, comme je te dis, s'il y avait une once de moi qui aurait voulu être mathématicienne ou autre chose, là, je serais allée full pin. Mais c'était le cri le plus fort d'entre tous, il étouffait tous les autres. C'était ça ou rien. Fait que c'est ça. Il a fallu que je m'affirme pour ma passion. Comme si c'était une orientation sexuelle. Là. Comme si j'aurais préféré pas être ça. Ça faisait pas l'affaire de tout le monde. La vie, elle allait être plus difficile. Mais c'était vraiment plus fort que tout. Mais là, je veux pas insulter les gens. Je veux pas comparer les combats, là, parce que c'est différent. Non, mais c'est ton combat à toi. Oui, je veux dire, c'est un gros combat parce que ce que tu dis, c'est comme il y avait une barrière. Puis on l'a tous eu, tu sais, cette barrière-là, les parents, l'autorité. Tu sais, je veux dire, c'est... Et là, il a fallu que tu traverses cette barrière-là. Et surtout, en fait, il a fallu qu'il t'ouvre la barrière. Oui. C'est pour te laisser passer et dire, ben on sait pas pourquoi, mais bon, clairement, elle veut passer, là. Mais il a fallu qu'ils combattent leur propre peur, leur ignorance par rapport à ce métier-là, puis leurs préjugés. C'est quoi les préjugés? C'était l'argent? C'était, tu sais, est-ce que tu allais gagner ta vie? Ou... Ben, c'était aussi, on dirait, là, je vais parler pour eux, puis je suis sûre qu'ils feraient comme franchement Nelly, mais on dirait que les artistes, c'est du monde bizarre. Chez nous, on n'est pas bizarre. Là. Mon père est policier, ma mère est travailleuse, technicienne en radiologie. Mon frère est en informatique. Ça sortait tellement de nulle part.
Les artistes, c'est du monde bizarre. Ils mangent du beurre de pinot. Ils s'habillent n'importe comment. Tu comprends-tu, là? Oui. Ils disent, puis elle fait morte en fumant. Puis, tu sais, comme. Elle est morte jeune. Elle est morte jeune, tout croche. Il y avait de quoi de. Puis c'est vrai que j'étais bonne à l'école. Puis que ça leur rentrait pas dans la tête que j'allais perdre ce potentiel-là. Comme si. Je me lance des fleurs, mais mettons, ma rapidité d'apprentissage, mon intelligence allait aucunement pouvoir me servir en théâtre. Alors que. Au contraire, là, tu sais, être intelligent, ça amène de l'humanité, ça amène plein d'affaires, mais je sais pas, c'est pour eux, c'était comme, mais voyons donc, toutes ces belles notes-là aux poubelles. T'as même pas, tu sais, t'as fait tes sciences physiques, t'en as même pas besoin, t'es 5,36, t'en as pas besoin, c'est un non-sens. J'ai été faite pour vous faire plaisir. Ça a pas été trop difficile, je suis chanceuse, mais non, là, j'ai toutes fait les affaires, là, j'ai toutes... Là, maintenant, c'est rendu à mon tour. Oui, puis j'ai essayé, là. Je me suis baquée. D'un coup, je voulais un plan B. J'ai pas été de mauvaise foi. Puis, regardez, je suis encore là. J'en suis encore à la même urgence, à la même vitalité. Fait qu'à un moment donné, ils se sont rendus à l'évidence, puis ils sont fiers aujourd'hui. Tu sais. Puis, tu as été acceptée la première fois dans une école de théâtre, tu sais, la première, aux premières auditions. Oui, j'ai fait mon cégep d'abord. J'ai fait une année d'université, un peu n'importe quoi, là, un peu n'importe comment, me sentais un petit peu jeune pour faire le grand saut. Moi, j'ai fait un an à l'UQAM, puis c'est l'année où j'ai préparé mes auditions. J'ai ultimement fait de l'impro et bu de la bière aussi. Là, j'ai pas un peu de souvenirs de mes cours à l'UQAM. Puis j'ai préparé mes auditions très sérieusement, par contre. Puis j'ai été acceptée première année au Conservatoire d'art dramatique, puis c'était mon rêve. Là. C'était comme... Parle-moi de ton premier jour au conservatoire. Oh my God. C'est la rencontre avec le groupe, là, parce que c'est le groupe qui va te suivre autour de 70 heures semaine pendant 3 ans. Ça n'a pas été un coup de foudre d'un groupe, là. Ça a été très difficile. Ça a été... Autant je me sentais minus, puis Sorel Tracy, je me sentais un peu crotte de nez. Autant ces années-là, je voulais tellement pas que ça paraisse que je pense que j'étais pas très sympathique. Je pense que pour camoufler ma petitesse intérieure, je prenais le monde de haut. Je trouvais le monde dans ma classe... j'étais pas sûre qu'elle allait percer, genre. Mais toi, tu savais que tu allais percer. Oui, mais non, mais je frontais pas mal, tu sais. Puis ça a pris 3 ans pour la percer, cette coquille-là, puis là, embrasser toutes les parties de moi, puis aller à la rencontre, pour vrai, de ce monde-là, avec leur qualité, puis tout. Mais ouais, j'ai ça... Oh, ouais, je te parle de peur, de passion, mais en même temps, j'avais un côté... Au début, ouais, je pense que je suis devenue beaucoup plus aimable avec les années que je l'étais quand j'ai commencé au conservatoire. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé? Bien, a changé, ou peut-être tu as enlevé le surplus. Tu es allé à ton essence. Bien, comme on valorisait beaucoup l'intellect chez nous, je pense que j'essayais d'aborder ça avec intellect. Ah oui, et non avec... Avec cœur. C'est comme si je me rappelle de dire, mais c'est parce que si je descends, je serais plus capable de remonter. Puis il fait, non, quand tu descends, t'en as plus. Quand tu montes, t'en as moins. C'est le contraire. Quand tu descends, tu vas avoir une plus grosse palette. Je me disais, je vais devenir un animal. Je serais particulier. J'avais comme peur. C'était bien du côté. C'était noir, c'était blanc. Puis là, quand j'ai descendu, puis là, j'ai accepté d'être vulnérable, je suis devenue bien meilleure, puis je suis devenue une vraie meilleure personne aussi. Là. Ça s'est tout contaminé. Mais ça, des fois, il y en a qui l'apprennent sur le tard. Oui, c'est vrai. C'est pas facile de se montrer vulnérable. Tu sais, des fois, ça fait peur de descendre, justement. Tu restes en haut parce que tu veux pas. C'est une perte de contrôle aussi, là. Ouais. Ben, tu sais, comme au podcast ici, des fois, là, on invite des gens, ils veulent pas venir parce que, justement, ils veulent pas descendre. C'est correct, chacun son beat. Exactement. Puis toi, tu as été capable de le faire jeune. Puis maintenant, c'est tout ce qui m'intéresse. C'est de descendre, c'est en bas. Puis c'est là que j'aime ça, rencontrer le monde aussi. Sinon, ça m'intéresse plus ou moins. Et tes parents, après que tu as fait ton conservatoire, je sais pas à quel moment ils t'ont vu sur scène comme officiellement, là. Bien, ils m'ont vu tôt, ils m'ont vu au secondaire, mais j'avoue que c'était pas convaincant, là. Mais après avoir fait ton conservatoire, Okay. ton conservatoire, là, comme ça devient officiel. Mais je dirais mes shows de finissant en 2007. Mais non, mais à partir du moment où j'ai été acceptée au conservatoire, ils ont été très fiers. Ils m'ont vu sur scène, mais j'avais la validation du conservatoire. Ils m'ont vu dans mes cours de chant, ils trouvaient que je chantais bien, ça les a étonnés. Mais la première affaire qui les a vraiment surpris, là, une pub de Tim Hortons. Ça, mon père, il a fait, non, mais là, ça va être correct. Incorrect. Je me rappelle, on a trinqué à Pâques, là, sur le cappuccino glacé, là. Ça, c'était... On dirait que les inquiétudes sont disparues quand la télévision est arrivée.
Puis, ouais, après ça. Mais cela dit, ils m'ont toujours appuyé. Là. Ils ont payé mon loyer, mes parents. Là. Oui. Puis ils ont payé mes études. Là. Non, mais c'est parce que c'était leur petite fille, puis ils devaient dire, est-ce que c'est ça qui est le mieux pour elle? Exact. Parce que ça n'aurait pas été que c'était le mieux pour eux autres. C'est de la protection. Mais là. oui. C'est de l'amour, là. C'est sûr, mais c'est ça. Il a fallu que je perce la couche de protection. Hey, on a dit, autorité, là, c'est devenu tout. Ça a fait beaucoup de. Mais autorité, c'est parce que ça nous marque l'autorité parentale dans notre vie. Oui, beaucoup. Tu sais, il y en a, là, ils n'ont pas eu assez. Tu sais, moi, je connais des gens qui disent, moi, mes parents n'ont pas été autoritaires, je n'ai jamais compris c'est quoi mes limites. Tu sais, les parents sont là pour montrer un territoire qui vont agrandir au fil du temps. Ben oui. Mais ça nous donne des limites, ça nous dit comment fonctionner en société. Tout ça, tu sais, c'est important aussi d'avoir ces limites-là. Ben oui, ça fait des meilleures personnes, là. Vraiment. Parce qu'il y en a, c'est juste que des fois, c'est plus une clôture électrique, là, les limites. Ça dépend des parents, tu comprends? Ouais, moi, il y avait un petit côté plus clôture électrique que petite clôture dans la clairière. Mais c'est mieux que pas de clôture pantoute. Exactement. Mais juste pour finir là-dessus, maintenant, tu la prends, la lumière? Là, oui, j'apprends beaucoup. Je m'excuse plus. Puis comment tu te sens? Ben moi, là, depuis que j'ai 40 ans, là, c'est la plénitude. J'en veux de la lumière, j'en demande, je l'ai, je dis merci, je peux pas. C'est correct. C'est ce que j'appelle ma deuxième adolescence, là, où je vraiment, là, je veux une sacoche en toutou, je m'achète une sacoche en toutou. Je veux un chapeau ridicule, je le mets, je suis fière. Il y a de quoi de. Je sais que ça attire l'attention, c'est ça que je veux. Mais ces réseaux sociaux t'attirent l'attention avec ça. Moi, je te regarde avec tes chapeaux bizarres. J'adore ça. Là, mais je te trouve libre. Ah, ça me fait du bien, là. Oui, oui. Moi, je regarde ça, je dis, elle s'en fout, là. Oui, j'ai vraiment pogné une coche. J'ai vraiment pogné une coche là-dessus, puis ça me fait vraiment le plus grand bien. Oui, ça nous fait du bien aussi. Elle a du fun. Tu sais, Ariane Moffat vient de sortir son album avec le mot « jeu » dedans. Oui. Tu sais. Puis je parlais avec une actrice il n'y a pas longtemps, puis elle disait il faut que j'apprenne à jouer, mais pas à jouer sur une scène, mais à jouer dans la vie. Puis le jeu est important. Tu sais, je trouvais qu'Ariane Moffat, elle arrive avec un titre qui va avec l'époque. On oublie d'avoir du fun. Mais toi, j'ai l'impression que tu joues dans ta vie, que tu as du fun. Ben, je cherche à connecter. Puis je trouve que l'humour, c'est une belle façon parce que ça en dit beaucoup. C'est vulnérabilisant, l'humour. Fait que ça amène un côté, je dis playful, mais joueur, ouais, c'est vrai. C'est beau, j'aime ça. La question que je choisis, quand je me regarde dans le miroir, je vois. Ça dépend des jours. Ça aussi, ouais. Ben, je vois quelqu'un qui a travaillé sur soi, qui a fait beaucoup de chemin, mais je vois encore beaucoup de blessures pas réglées quand même. Je vois pas une version au propre, là. Ben, qui est une version au propre, là? Je vois une partie... c'est drôle, là, je me suis dit que tu me poserais cette question-là, puis je me suis regardée dans le miroir avant de m'en venir. Puis, je trouve que je me parle pas toujours avec bienveillance. Je trouve que je pourrais me dire des plus belles affaires, même si je suis libre puis tout ça. Je trouve que je suis pris dans des standards d'apparence physique encore. C'est la partie de mes 40 ans que j'aime pas. Toujours vouloir être plus petite, toujours me critiquer, toujours... faut que j'apprenne à mieux vieillir parce que ça sera pas beau, là. C'est ça que je me dis en ce moment. Il va falloir que tu changes d'attitude, là. Tu changes de discours. Ben, le discours, non, parce que je dis ce qu'il faut pour que socialement être accepté. Mais le discours intérieur, des fois, il est pas super. Oui, parce que souvent, le discours intérieur va avoir une influence sur l'extérieur. C'est sûr. Tu sais, on se voit différemment, tout dépendant de son discours intérieur. Puis, tu sais, il y a des gens qui me disent, en vieillissant, il faut toujours que tu te rappelles que la journée dans le présent, c'est ta journée où tu seras toujours le plus jeune. C'est vrai. Faut que je me rappelle aussi, moi, de cette phrase-là. Oui, demain, c'est pire. Demain sera un autre jour. Puis là, j'étais, oui, c'est une façon aussi de se regarder puis d'avoir un discours intérieur plus doux et plus humoristique, peut-être, par rapport à soi. Oui, autant j'ai une partie de moi, comme on disait, je prends les choses avec légèreté, je relaxe. J'ai beaucoup de philosophie en général quand il m'arrive de l'adversité. Mais par rapport à mon apparence physique, je peux tellement être tyrannique, là. Ça paraît pas parce que j'ai pas un corps de quelqu'un qui est tyrannique avec lui-même. Mais malgré ça, Et qu'est-ce que tu dis? Tu sais, mettons, j'ai mangé des pâtes. Mais c'était super le fun, là, genre, on a une machine à pâtes avec mon chum, puis on les fait nous-mêmes. Puis là, on est allé en Italie, on a fait un cours. Mais tout le long, j'étais comme, ouais, c'est sûr que la sauce a bien du beurre, là. Puis, ouais, c'est sûr que là, c'est pas super, là, c'est beaucoup de carbs, là, tu sais. Puis, ouais, il y a du fromage en plus. Mais tu sais, j'ai dit,
j'étais tiraillée entre mon bonheur de mon moment présent de le vivre. Puis aujourd'hui, j'étais ben c'est ça, t'as mangé des pâtes. J'étais dans la douche, j'étais comme, attends-toi pas après, hein. Être bien, là. C'est ça. Serré dans tes jeans aussi. Tu sais, je trouve que c'est. C'est que ça arrête jamais. Le moment. Ah, ça finit plus. Ça finit plus le comptage de calories dans ma tête. À un moment donné, j'avais une application, là. Tu sais, si tu veux perdre du poids, il faut comme tu fasses ça, là. Faut que tu sois en déficit de calories. Fait que t'as pas juste des calculés. Ça me rendait dingue, là. Ouais, OK, poulet, peser le poulet. Oh, maintenant. Oh, j'ai le goût d'un kombucha. Il y a un petit peu de sucre dedans. Mais non, là, ça peut pas être une tu sais, j'appelais ça une vie sans muffin. T'as pas déjeuné, t'arrives au café, je vais me prendre un muffin. Non. Et j'ai été des années sans muffin, là. Ça peut pas être une vie sans muffin, mais je me disais, moi, mais un muffin en même temps, c'est ça. C'est beaucoup de calories, là. C'est pas nécessaire. Tu peux contourner ça avec. Je trouve que je me suis fait une prison intérieure de ça. Puis quand j'essaie d'en sortir, je me culpabilise en me disant, ben, c'est ça. Et à quel moment tu t'en es fait une prison? Ça fait longtemps? Ah, toujours. J'ai 7 ans, je me trouve ronde. Ben, pas 7 ans. Non, en fait, quand mes parents se sont séparés à 9 ans, je pense que j'ai beaucoup compensé par la bouffe. Puis j'ai comme engraissé un peu. Puis j'ai eu un secondaire où je faisais pas le lien entre ce que je mange puis mon corps tant que ça. J'avais le goût de manger, j'avais besoin de manger. Je chaîne mangeais. J'engraissais un peu, mais je continuais à chaîne manger. Mais je le disais que je me trouvais quand même grosse. Je me rappelle d'aller dans une clinique de santé minceur, genre au secondaire 1 peut-être, là, me peser. Puis ouais, c'est ça. Puis comment t'en prenais conscience? Est-ce que c'est le regard des autres? Est-ce que c'est les gens qui t'en parlaient ou c'était par rapport à toi? Je pense pas que c'était mon entourage immédiat, mais tu sais, je consommais beaucoup de TV, puis beaucoup de TV américaine aussi. Tu sais, je rêvais de lumière. Là. Fait que qui dit lumière dit Hollywood. Dit... Glam. Le monde était tellement mince, les actrices étaient tellement minces. Je me regardais, je regardais la TV, je comment ils font? Encore aujourd'hui, je me demande comment ils font? Oh my God, c'est donc bien de la privation. Ben, pour certaines, il y en a qui c'est des métabolismes. Et qu'est-ce que tu trouves beau dans cette minceur-là? Ah, je trouve que le linge tombe bien. Je trouve ça beau. Je m'en suis jamais cachée. Je trouve ça beau. Je trouve pas ça sain, là, nécessairement. Quoique pour certaines personnes, ça l'est, mais... Et j'ai de la misère à me défaire de la... Je sais pas. Et là, présentement, comment tu te trouves? Correct. Ça pourrait être mieux. Je suis toujours en train de me dire... Et qu'est-ce qui pourrait être mieux? Je suis toujours à 10 livres, 10-15 livres d'être à mon best. C'est, comment elle s'appelait? Lagacé, il me semble, la nutritionniste. Elle avait écrit un livre à 10 kilos du bonheur. Mm-hmm. Moi, ça m'a marqué, ce livre-là. En tout cas, ça a fait comme la paix avec ça, avec le poids. Tu sais, de dire, on est toujours comme à 10 kilos de notre bonheur. C'est qu'on associe ça aussi à... les blessures d'estime ou le manque d'amour qui peut arriver dans une vie, c'est souvent, moi, c'est parce que je suis pas à mon meilleur poids. C'est comme si j'avais fait une corrélation entre pogner, être aimée, puis avoir un corps parfait. Puis je le sais que je suis intelligente, là, je sais que c'est pas ça, mais dans mes faiblesses, c'est là que ça va. Mais tu as un métier aussi. Ben oui. Où ton corps il fait partie du personnage. C'est ton corps est un outil de travail important. On voit ton corps à 360 degrés. Absolument. De dos, de face, couché, debout. Puis tu sais pas qu'est-ce que tu vas porter. Tu es dans la vie, tu peux dire ça m'avantage. Mais un personnage, tu n'as pas le contrôle sur ce que ce personnage-là va porter. Oui, puis c'est important de lâcher le contrôle là-dessus aussi, parce que sinon, on va toujours être habillé pareil, là, avec ce exactement, mais sauf que ça, quand tu as un enjeu, tu sais, quand toi, tu penses déjà à ça, j'imagine que des fois, ça doit quand même être difficile, cette partie-là, où tu t'abandonnes dans le personnage. Drôle de surf là-dessus, une drôle de vague. Bien, d'abord, il y a plus de bienveillance par rapport à ça, parce que moi, comme je te dis, je suis sortie du conservatoire en 2007. On parlait pas beaucoup de grossophobie dans ce temps-là. Là. Fait que nous... Non, t'as raison. Quand ils mesuraient notre tour de taille au conservatoire, là, moi, à chaque année, ils voyaient son avant-graissé. Puis j'ai des actrices que je connais qui se sont fait dire il va falloir slacker les bangs, là. Parce que là. Puis le costumier du conservatoire, là, c'est des années. Du 4 ou mettons du 6, c'est du 2 ou du 0 aujourd'hui. C'était tellement petit, les costumes d'époque, là. On était toujours ramenés au fait qu'on rentrait dans rien. Puis en plus, là, excusez, je m'éparpille, mais. T'as pas beaucoup d'argent, tu manges un peu des nouilles sur le coin, on te reproche ce que tu manges, t'as pas d'argent pour tant bien manger. C'était vraiment difficile là, de s'accepter. Puis après ça, ben oui, quand tu fais mes premiers tournages, les essayages, c'était pas toutes les costumières qui étaient fines. T'es comme, cette valeur, ça t'aurait bien fait si t'avais eu moins de hanches. Ah, j'espérais tellement qu'elle te fasse cette jupe-là, je la trouvais belle. Ah ouais. Ah, ça aurait été plus beau que des plus grandes jambes. Tu sais, t'entends toutes sortes d'affaires qui
Tu fais, mais non. Mais ça s'imprègne un peu quand même. Ben, je comprends. Moi, tu me dis ça, puis c'est sûr. Mais aujourd'hui, tu n'entendrais plus ça. Le monde, ils savent que leur discours a changé. Là. Mais dans le temps, il n'y avait pas trop de précautions par rapport à ça. Là. L'estime de l'actrice, on ne faisait pas tant que ça attention à ça. Puis là, après ça, si tu mettais ton pied à terre, ben, tu es une diva. Là, tu es compliqué. Tu sais, rapidement, on a l'air pas fine aussi. Là. Puis les rumeurs vont vite, il faut faire attention. Fait que tu as intérêt à go along, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est plus facile, je trouve. Là, puis le monde se parle mieux, les gens sont plus empathiques. Puis moi, je trouve que c'est ça. Je me laisse aller. Tout est plus facile. Je me laisse plus aller, le monde est plus fin. Mais ça reste Des fois, je me regardais dans Indéfendable, j'étais comme, mais tabarnouche, les pantalons, là, c'était pas les plus beaux. Genre, ils me font pas super bien. Mais regarde. Oui, mais parce que, tu sais, comme moi, tu sais, la plupart des gens, on vit pas ça. Ouais. Se voir souvent comme ça. C'est ça, là. Fait que, tu sais, je peux comprendre qu'à un moment donné, il y a un rapport qui est différent avec le corps. Et ton chum, est-ce qu'il apaise ça, à quelque part, ce regard-là que tu as sur toi? Malheureusement, peu de gens ont ce baume pour m'apaiser. C'est pas de sa faute, c'est pas la faute à personne, mais il n'y a pas de cure. C'est entre moi et moi qu'il va falloir que ça se passe. T'as beau me dire que je suis belle 100 fois, la fois que tu vas me dire « Ah, tu t'es repris des pâtes finalement? » Je vais faire « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? » Puis là, ça part. C'est parti. Fait que c'est pas... je peux pas reprocher à personne de m'avoir dit quelque chose qui m'a fait de la peine ou pas de bienveillance. C'est dans ma tête. Mais oui, ça fait du bien quelqu'un qui nous aime pour ce qu'on est. Puis je ne laisserais personne rentrer dans mon intimité qui me critiquerait à ce niveau-là. Ça n'aurait aucun sens. Mais je peux pas dire qu'il y a la baguette magique pour enlever ça de ma tête. Là. Mais ça s'améliore. Un peu. Oui, un peu. Il faut parce que là, c'est pas une vie, tu sais. Mais c'est la partie la plus difficile. C'est la partie de moi que j'aime le moins. Bien, parce que, tu sais, il y en a beaucoup là, qui vivent ce que tu vis, là, tu sais, cette conscience-là de ce qu'il y a dans l'assiette. Et c'est parce que manger, ça arrive tout le temps. Tu sais, tu peux arrêter de boire, tu verras pas d'alcool. Tu peux arrêter de fumer, tu verras plus de cigarettes. Mais manger, c'est raison, tu peux pas manger, là. Tu peux pas dire « je mangerai pas ». Donc, on est toujours, je veux pas dire confronté, mais c'est toujours là, tu sais. Ouais. Tu sais, on ne peut pas manger. Donc, ça veut dire que ça prend de la place. C'est pour ça que c'est plus difficile à calmer aussi. Tout à fait. Puis c'est partout. Tu sais, moi, je me rappelle quand je faisais des diètes vraiment extrêmes, d'arriver à l'épicerie et faire pas ça. Je me sentais comme Robocop avec celle. Non, pas bon. Il me restait tellement peu de choix là, pour manger juste du bon. Là. Pas de biscuits, pas de lait normal, pas de fromage, pas de riz, Ça se limitait pas mal à viande, brocoli, mais pas tous les légumes, pas de tomates, pas de carottes, il y a du sucre. Tu sais, c'était compliqué, là. Est-ce que le regard des autres à ce moment-là changeait sur toi quand tu étais à ton plus petit? As-tu l'impression d'être valorisée? C'est vraiment entre moi puis moi, c'est vraiment toi, donc c'est même pas par rapport aux autres. Non, il y en a qui le disaient, ça te fait bailler. Il y en a, c'est sûr que ça arrivait, mais mon vrai plaisir, c'est... Moi, j'ai jamais pris autant de selfies que quand j'étais dans cette privation-là. Là. Je me trouvais hot en titi, là. J'en ai des images de moi en bobette dans mon miroir de ce temps-là. Là. J'étais comme, c'est ça, yes sir, parfait. Mais j'avais pas de vie, là. Puis mon couple a fait ça aussi, là. Ça allait pas bien, là. J'étais juste là-dedans, j'étais juste dans ma tête. C'est ça. Donc, Mon Dieu, que je dis des affaires. On est dans la question verte, hein? Ouais. Mais c'est parce que, quand tu parles de ton couple, donc le rapport à l'autre, c'est que tout le temps que tu es dans ta tête, tu n'es pas avec l'autre. Ben oui. Comme tu dis, c'est partout la bouffe, là. C'est en voyage, c'est, mettons, tu vas voir du sport, tu peux pas manger. Si tu sais, tu peux pas être spontané, là. Faut que tout soit préparé, ça... Ouais. Puis étonnamment, me trouver aussi belle, ça augmentait pas tant ma libido non plus. C'était vraiment une affaire... Ça rend pas heureux, finalement. Ça rend fier, là, ça booste l'ego, mais ça fait pas une vie pleine de liberté et de plénitude. Puis as-tu consulté pour cet enjeu-là? Oui, en thérapie, ça revient tout le temps un peu, j'en parle, mais ça se règle pas, je trouve. Je peux pas dire c'est guéri, c'est derrière moi. Et quand tu es en vacances, là, quand tu pars avec tes amis, est-ce que c'est encore là, quand tu arrives pour manger, quand tu es en vacances, est-ce que tu décroches? J'ai des passes où je m'en fous, puis j'ai des passes où là, je m'en suis trop foutue, puis je m'en veux. C'est encore la grande oscillation. Là. C'est l'accordéon. C'est l'accordéon. Ça part, ça revient. Des bonnes journées, des moins bonnes. Mais je te souhaite de trouver la paix par rapport à ça. C'est bien fait. Parce que c'est sûr que, tu sais, pour l'autre aussi, c'est partager un repas en amoureux, tu sais, sans rien. C'est intime, c'est érotique. Oui. Oui, ça rend proche. C'est sûr que si t'es juste dans ton cerveau, il est juste là, tu gâches le moment, là.
Est-ce que tu es prête à passer au niveau jaune? Oui. Les brasses, à m'en donner 4, s'il vous plaît. Mais ce que tu viens de dire, ça va parler à beaucoup de femmes, je pense. Peut-être des hommes aussi, mais beaucoup de femmes sont dans ça. Tu sais, moi, j'en ai des amis, puis on va au restaurant, là. Tu sais, moi, je vais prendre une entrée, un plat principal, puis ils vont prendre une entrée. That's it. Là, tu sais, est-ce que vous voulez du pain? Non. Tu sais, c'est... Là, moi, Le pain, hein? C'est fini ça, le pain, hein? Le pain. Plus, hein? Mais ça, c'est... Là, je me dis, hey, moi, j'ai l'impression d'être un porc. C'est moi qui devrais juste prendre une entrée, finalement, si on s'observe. Mais tu sais, je le vois, l'envie aussi de manger plus. Tu sais, si tu as juste faim pour une entrée, il n'y a pas d'enjeu. Oui. Mais quand tu vois que ça serait aussi autre chose, mais ça sera une entrée, tu sais, je le vois, le combat de l'autre. Hey, moi, je trouve ça dur d'observer ça. C'est de l'énergie, hein? Hey, c'est beaucoup de brain juice. Moi, à un moment donné, j'étais au restaurant avec une amie, on était en vacances, puis le lendemain, on retourne dans le même restaurant. Puis j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai mangé hier midi? Elle dit, t'as mangé une omelette avec des frites, une salade. Puis elle dit, t'as tout mangé. Je dis, je dis, moi, je m'en souvenais plus. Elle dit, oui, moi, j'ai vu ça. Elle dit, hey, t'as même pris des frites pour dîner. Puis là, j'étais, ben là, à midi, je vais prendre l'omelette, mais pas de frites. Tu sais, je me sentais, mais tu comprends? Elle savait exactement ce que j'avais mangé. Mais elle m'a jamais reproché rien. Non, là. c'est juste que c'était plus fort. C'est juste que je me disais, OK. Ça, j'ai tout vu. C'est juste que tu dis, cette personne-là, elle, ce qu'on a dans l'assiette, c'est toujours en suranalyse. Elle a un enjeu avec la nourriture, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Puis on en a parlé après, parce que je disais, hey, ça m'a troublé ton histoire de. Puis là, je disais, finalement, je mangeais trop. Elle disait, hey, ça n'a pas rapport, là. C'est juste que tu te questionnais. Moi, je t'ai répondu, là, ça n'a pas rapport avec toi. C'est juste, tu as dit, je sais pas si je mangeais. Elle dit, moi, je savais. Tu peux tout me demander. Fait que c'est quelque chose, là, dans la tête, là, la place que ça prend, tu sais. Oui, c'est ça. Niveau jaune, Anne-Elisabeth, qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? À quel moment as-tu pris des risques dans ta vie? Quel type d'amoureuse es-tu? Quel est ton plus grand complexe? Non, on va aller avec l'amour. Quel type d'amoureuse es-tu? Je rentre toujours en relation comme une plante qui a manqué d'eau. Je deviens, là... Oui, ça me fait vraiment bloomer. Là. Je m'excuse, je parle anglais tout le temps. Parce que là, c'est comme là, tu recevais ton eau, dans le fond. Là. C'est ça, je m'épanouis. Comme si on t'arrosait. Beaucoup. Je suis très, très fusionnelle. J'ai le goût de vivre avec l'autre vite. J'ai le goût de tout connaître de l'autre. L'indépendance, j'ai une grosse lune de miel. C'est très, très difficile avant de reprendre ma petite vie, là, tu sais, mes petites habitudes. J'aime beaucoup rentrer dans la vie de l'autre. Ça me fascine, l'amour. C'est la partie dans ma tarte, là, c'est la pointe qui m'excite le plus. J'aime ma carrière, j'aime mes amis, mais l'amour, rien comme ça. Là. J'estime ma relation amoureuse, c'est pas ordinaire pour moi, l'amour. C'est pas comme mon petit chum, on était au Costco. Là. Non, c'est big là, pour moi. Qu'est-ce que tu fais avec ton chum? Tu vas pas au Costco? Mais au final, oui. Mais j'en parle pas comme ça. Je comprends. T'es pas dans ta quotidienneté. T'es dans l'amour avec un grand A. Absolument. Même si c'est ça qu'on fait, là, même si on va au Ikea comme tout le monde, puis on va... Il y a de quoi de... J'aime ça, rendre ça très magique. Là. C'est vraiment important pour moi. J'aime ça, pas prendre les choses pour acquis. Je pense que je suis une bonne amoureuse. Je me rappelle de beaucoup de choses. Je suis très investie. Ben là, j'ai fait des erreurs comme tout le monde, là, tu sais, mais c'est sur un gros piédestal pour moi, l'amour. Puis je donne. Là, tantôt, tu as dit mon chum, donc tu es en relation. Ça fait pas super longtemps, là, j'en parle comme ça faisait 4 ans, mais ça fait quelques mois, ouais. Et là, est-ce que tu dis j'aime ça, rentrer dans la vie de l'autre et dans cette étape-là, de rentrer dans sa vie? Ben oui, comme j'ai été jouer au théâtre à Québec, puis j'ai été accueillie à Québec, puis le comédien qui m'a accueillie, il devait venir à Montréal le même nombre de semaines qu'il m'a accueillie. J'ai dit, prends mon appart, je vais aller avec mon job. Fait que là, j'ai comme décidé d'y laisser ma maison 5 semaines pour aller m'installer chez mon chum pour voir qu'est-ce que ça va donner, pour voir comment est-ce qu'on va vivre ça ensemble. Ça fait pas longtemps, là, mais j'ai comme pris la balle au bon pour tout de suite aller au cœur du cœur de tout. J'aime ça. Je trouve ça le fun. Mais je vais retourner chez nous, là, je vais pas vendre, là, mais j'ai sauté sur l'occasion. J'aime ça vivre avec l'autre. J'aime ça regarder l'autre vivre aussi. C'est intéressant, les humains.
Qu'est-ce que tu as découvert là, sur ton chum que tu aimes tant? Il est tellement... chaque chose a sa place. Il est tellement organisé, rangé. Il a tellement été bien élevé. Là. Je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement... Là, ça va là. Je trouve ça touchant. Ces petites choses. Tu sais, si je rentre dans sa petite vie, là, ça faisait longtemps qu'il était tout seul. Là. Il se fait à manger, il lave tout de suite sa poêle, son affaire, il replace ça dans sa petite armoire. Je trouve ça magnifique. Son petit balai du matin, là, ses affaires, son petit chèque, sa petite patente. Je trouve ça super. Puis, tu sais, Jeannette Bertrand, je pose souvent la question à Jeannette parce qu'elle l'a posée à ses invités. À quel besoin profond il répond chez toi? Sécurité. Ça calme mon anxiété, ma peur d'abandon. Il réveille aucunement ma peur d'abandon. Il m'apporte énormément de plancher. Et ça vient d'où ta peur de l'abandon? C'est sûr que divorce de mes parents, je suis plus restée avec ma mère. Ça crée, je sais que c'est cliché, mais c'est vrai que ça crée quand même une marque de ça. J'ai pas choisi des bons chums au début de ma vie aussi. Je trouve que j'ai été rapidement trompée. Oui, dans une période où je suis dans l'idylle de ça, l'idéalisation de ça, tu sais, les premiers ébats, là, les émois, c'est-à-dire, là, j'ai été vite trahie, puis j'ai normalisé beaucoup la trahison. Puis même, j'ai diminué la peine que ça me faisait. Puis ça a été long avant que je dise non, je veux plus ça, puis ça fait mal, là. Fait que je parle pas du tout de mon ancienne relation, là, pas Guillaume, là, du tout, c'était pas du tout ça nos enjeux. Mais avant ça, fait que ça aussi, ça a laissé des profondes blessures. Parce que j'étais vraiment trop jeune, je trouve, pour vivre des drames de même. Ouais. Donc, ça pourrait être facile d'avoir peur. Ça pourrait éveiller ça. Donc, lui, il va pas jouer dans cette talle-là. Là. T'as pas cette crainte-là. Je sens c'est une fille qu'il voulait. Il voulait pas toutes. Il n'a pas besoin de toutes les avoir à ses pieds. Il en voulait une à son goût, puis il est à elle. J'arrive de voyage, puis il y avait des hoodies « I love my girlfriend ». Puis le monde me dit « Qui c'est qui porte ça? » Je suis moi, mon chum, il mettrait ça. Puis il serait zéro gêné, là. Puis toi, tu serais fière. Ah, je trouve ça hot, là. Je trouve ça, ouais. Peut-être qu'il me regarderait et ferait comme non, je mettrais jamais ça. Peut-être que j'exagère, mais c'est l'impression qu'il me donne. Ouais. D'être unique. Ouais. Il est à moi, puis je suis à lui. Ça, c'est magnifique. Ben pour le temps que ça durera, là, après ça, c'est le beau. Tu sais, imagine, dans 2 semaines, je me sais pas. Non, pas du tout. Mais au moins, quand on est dedans, on est toutes là. On fait comme si ça allait durer toujours. Ça dure pas. On n'est pas prudent. Ça marche pas, ça marchera pas, qu'est-ce que tu veux. Mais on l'aura fait pour vrai. Ça finira avec panache. Est-ce que tu as trouvé ça difficile de vivre une rupture amoureuse quand les deux sont connus? Dégueulasse. Oui, vraiment. On n'était pas obligé d'annoncer la séparation publiquement, mais en même temps, on avait tellement annoncé la relation publiquement qu'on a comme été cohérent là-dedans. C'est que quand tu te sépares, t'es tellement à terre, t'as tellement le goût de te cacher. Là, t'en veux pas de la lumière. C'était difficile dans une période où je voulais juste me cacher dans mon garde-robe, être sur le séjour, là, les ruptures de l'année. On dirait que c'est un constat d'échec aussi. Puis les commentaires peuvent être tellement cruels. Oui, je comprends. J'ai toujours su que ça allait mal, eux autres, tu sais. Oh my God. Je les ai jamais vus ensemble. Oh non, c'était mes idoles. Tout fait mal. Il n'y a rien qui fait du bien. On s'en fout. Ça aussi, ça fait... On s'en fout pas, c'est la fin de mon monde. Ben moi, c'est parce que je te pose la question, parce que toutes les fois, je dis ça, je suis pas bien. Tu sais, moi, je trouve que c'est jamais une bonne nouvelle, une séparation. Oui, ça peut faire du bien à l'un à l'autre, mais c'est quand même, tu sais que les deux sont pas dans une bonne période. Ah, c'est pourri, séparé, tout le monde, c'est dégueulasse. Ça, tu sais, ça fait que pas d'en faire l'éloge, mais d'en faire justement une nouvelle. Je me dis, mais comment eux, ils vivent ça de l'autre côté? Et nous, on était dans la presse, là. C'était dans la presse plus. J'ai scrollé mon téléphone, rupture, Guillaume Pinot, Nézette Bossy. La presse. Tu sais, je veux dire, Hollywood PQ, je veux bien, là. C'est pas d'intérêt public tant que ça, là. Mais c'est parce que ça attire les lecteurs. Je sais bien, mais la presse. Oui, je comprends. Mais là, c'est comme derrière toi. Oui. Puis on est en bon terme. Puis c'est guéri. Puis je m'étais dit que plus jamais je reparlerais d'un couple en public. Puis here we are. Mais parce que ça fait tellement partie de la vie. Puis je veux tellement être authentique. C'est difficile de faire, je parle pas de ça. Ça fait tellement partie de la vie. Oui. Ah oui, qu'est-ce que tu veux?
Mais tu sais, on a vu il y a quelques semaines Sophie Thibault en direct de l'univers. Puis Sophie avait jamais présenté sa conjointe officiellement et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire quand Dominique Poirier est allé chanter pour elle. C'est écrit Dominique, sa conjointe. C'est... Tu sais, parce que c'est une partie de ta vie, tu sais, que si tu gardes ça comme plus en retrait, j'aimerais ça parler à Sophie comme elle sent maintenant, tu sais, que c'est... Ça doit faire du bien de tu sais, tu peux parler de ton partage ma vie puis je l'aime. Ben, parler de ton amoureuse, là, c'est ce qui partage ta vie depuis des années, c'est extraordinaire, tu sais. C'est inspirant aussi. Mais oui, c'est beau parler d'amour, tu sais, de t'entendre, là, de dire, il porterait peut-être ce chandail-là, tu sais. Je me mettrais ça. C'est beau. Ça fait qu'on te souhaite le meilleur. Ben oui, moi aussi, je me souhaite le meilleur. Puis, ouais. Ah, c'est le fun. Ma question que je vais choisir, quel est ton plus grand complexe? J'en ai beaucoup. J'ai parlé plutôt de mon corps, que je trouve que je suis un petit peu tyrannique avec. Puis je demande toujours d'être plus en forme, puis plus mince, puis plus tout ça. Mais disons que je vois avec l'intérieur, j'ai pas beaucoup de... Je me trouve intelligente, mais je suis pas extrêmement cultivée. J'ai pas... tu sais, j'ai un cégep, puis après ça, j'ai étudié en théâtre, j'ai un bac en jeu. Dans certains cercles très intellectuels, je peux me sentir un peu pic-pic. Il y a beaucoup de choses que je sais pas. Puis plus on vieillit, plus c'est dur d'apprendre aussi. Je trouve que je retiens moins bien les affaires déjà à 40 ans. Ça me gêne des fois. Je connais pas beaucoup l'histoire. Je connais pas les grandes guerres. Je peux pas beaucoup me prononcer là-dessus. Je suis pas extrêmement politisée. Je m'entoure de gens politisés. Mais me prononcer, j'y vais avec des gants blancs parce que je suis pas assez sûre de ce que j'avance. Ça me gêne, ça. J'aurais aimé ça plus étudier. J'aurais aimé ça avoir plus d'études pour ça. Mes parents avaient raison. J'aurais dû faire un bac en histoire avant. Ouais, ça, c'est plate. Puis dans ce temps-là, comment tu réagis si t'es autour d'une table? Puis, Ben, je peux plus... On parle de complexe, mais je suis quand même décomplexée par rapport à mon complexe. Moi, j'ai pas beaucoup de notions de ça. Pouvez-vous me faire un petit crash course de ça? Ah, OK, je le dis. Ah, mais tu penses que c'est l'attitude à avoir? Puis moi, si quelqu'un me regarde de haut quand j'ai dit ça, c'est pas un ami. Qu'est-ce que je fais à cette table-là? Cette personne-là qui a un problème, bien pas sûr, toi. Absolument. Ça, on le comprend à un moment donné. Oui, c'est ça. Moi, tu sais, il y en a des fois qui me disaient, y a-tu comme quelqu'un qui t'intimiderait en entrevue? Jamais. Ben non. Parce que c'est tel qu'on est. Puis... Ben exactement. Puis tu sais, les connaissances de l'autre, il peut nous les partager. Parce que lui, il y a plein d'affaires qu'on sait qu'il ne sait pas. Moi, je me dis toujours ça. C'est ça. Moi, j'ai mon pont vers toi, toi, t'as ton pont vers moi. Tu pourrais lui lire un Molière, me dire, OK, c'est quoi la prochaine réplique? Il ne me saura pas. Ça, c'est vrai, toi, t'as raison. Tu le sais. Mais il y a des gens qui jouent avec ça. Il y a des gens qui, c'est leur seule arme. Fait que ça fait pitié quelque part. Mais ça peut... Une journée moins en forme, ça peut t'atteindre. On n'est pas tous... Oui. Non, mais c'est vrai que quand on le fait sentir que... Moi, je me souviens, en politique, au début, il y en a qui pensaient que j'étais là parce que j'étais la conjointe d'eux, alors que j'étais en politique avant Mario. J'ai toujours un intérêt soutenu pour l'engagement politique. Mm-hmm. Moi, c'était ça. C'est pas nécessairement parler de la politique internationale, mais l'engagement. Ce que tu as envie de changer, puis quelle action tu es prête à poser collectivement pour faire le changement. Puis des fois, il y a des gens qui me parlaient presque en parabole. Oh, c'est plus concret que ça. Là, j'étais, OK, si tu parles de même au monde, là, tu sais quoi, personne ne va jamais rien comprendre. On dirait que au lieu de me sentir pas bien, moi, ça me choquait. C'était comme, ben regarde, on mangera plus ensemble. Je veux dire, je comprends rien quand tu parles. Mais souvent aussi, on dit toujours ce que tout le monde pense tout bas. Là. Si on comprend pas, il y a une grosse chance que bien du monde ne comprenne pas. Oui, puis tu sais, t'es avec un auteur. Mais ça, je l'ai dit dans mon livre. Ouais, mais ton livre, je l'ai pas lu, là. Tu sais, des fois, un livre en sciences politiques, je sais pas qui parle d'une affaire, mais c'est parce que si t'avais lu mon livre, ben non, ben je l'ai pas lu. Mais ça, c'est tellement... C'est ça. Mais c'est tellement des phrases que tu pourrais te dire... T'es comme pas bien pendant quelques secondes, puis c'est ça. À un moment donné, tu te dis, ben garde, j'ai pas besoin d'aller manger encore avec cette personne-là, tu sais. Ah non. Mais il y a du monde, c'est vrai, qui sont bons pour... si tu l'avais lu, si tu avais su, ces phrases-là sont... Ça fait sentir minus, puis faut se méfier de... Fait que tu te sens de moins en moins complexé par rapport à ça? Ben au moins, quand je me sens comme ça, j'ai les mots pour le dire, puis je le comprends. Je veux dire, là, je suis en train de me sentir minus parce que ça se passe. Ça m'arrive des fois, ça. Mais je m'en sors. Je creuse pas le sillon. Je fords pas me disant, mais là, ça veut dire, je me batte de baseball dans la pensée, puis je fais non. Ça, c'est arrivé, ça arrive, c'est pas... On arrête ça maintenant, là.
Mais c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Puis on a le droit de ne pas savoir. Ben oui. Hey, on n'arrête pas d'apprendre. T'sais, on n'arrête pas d'apprendre à chaque jour. Ça veut dire qu'on ne sait pas tout, là. Niveau rouge, ma chère, tu m'en donnes 3 des 4. Puis moi, j'ai toujours aimé le contraire aussi. Tu sais, les gens qui veulent t'apprendre. Ah, il n'y a rien de plus sexy. C'est-tu beau, hein? Ah oui. Quelqu'un qui vient de découvrir quelque chose, qui essaie de le partager à quelqu'un d'autre, là. Oui. Avec plein d'humanité qui sont... Tu sais, moi, dans mon parcours, j'ai eu la chance de côtoyer des gens plus vieux que moi qui m'apprenaient, qui me parlaient des pièges à éviter, tu sais, ils te montrent des chemins, des raccourcis de la vie. Ben oui. C'est-tu beau, ça, ce monde-là? Au lieu de dire, m'a donné des détours, puis tu vas arriver nulle part, il m'a donné des raccourcis. Puis moi-même, j'ai appris à aller chercher des réponses avec des gens qui ont plus d'expérience que moi. Ça me gêne pas, au contraire. Puis je trouve en plus que c'est flatteur. Je le fais pas pour la flatter, mais dis-moi, là, j'ai un problème, puis je pense que c'est toi qui pourrais m'aider. Tu as tellement d'expérience. C'est juste bénéfique pour tout le monde. C'est le fun, là, de respecter les gens qui ont plus d'expérience que soi. Des fois, on a l'impression qu'à 60, 70 ans, le monde est mort, plus rien à dire. Voyons donc, au contraire, c'est là que ça se passe, là. Et on veut ça, c'est la transmission. Le legs. Puis, ils ont tellement appris. C'est des raccourcis de vie, ça. Absolument. Tu perds bien moins de temps, là. Tu sors du piège, là, puis oui, vraiment. Oui. Niveau rouge. Quelle est ta plus grande source d'insécurité? Quel est ton rapport avec la mort? Est-ce que tu t'es déjà rendu au bout de tes limites physiques ou psychologiques? Je sais pas. La mort, tu sais. OK. Donc, quel est ton rapport avec la mort? Moi, mon père est atteint d'Alzheimer depuis quelques années. Ça a été fulgurant. Il a perdu beaucoup, beaucoup de facultés. Il est en CHSLD maintenant. Fait que je trouve on dirait que la mort est rentrée dans ma vie à ce moment-là. Il est là, il est encore tout là, mais on n'a pas le choix d'y penser parce que c'est une maladie dégénérative. Fait que tu sais que tu ne pourras pas la déjouer, la mort, là. Ça fait sentir extrêmement impuissant. Puis quand on est une personne d'action, c'est terrible. J'ai pas trouvé ma façon d'être en paix, sinon que d'être porte-parole pour la fédération parce que ça me donne une petite poigne sur quelque chose. J'aime pas ça penser à quand mon père va partir, mais j'aime pas ça penser qu'il va s'éterniser non plus à tout perdre jusqu'où ça va se rendre. C'est plus regardable. C'est une drôle de danse que je fais avec la mort. On dirait que je suis assise dans le coin et je me dis, à il va falloir se parler, là. Mais avant, elle était pas dans la pièce. J'y pensais pas. Ou elle était là, mais je la voyais pas. Là, je sais qu'elle est là. Je sais pas encore trop comment l'aborder. Je sais pas quel effet ça va me faire parce que moi, j'ai vu un deuil blanc, là. Une partie de mon deuil qui est déjà faite. Là, mon père, il me reconnaît plus, ça fait longtemps. Il est presque plus verbal, là. Fait que j'ai pas le choix d'assumer, là, puis d'évoluer là-dedans, tu sais. Mais quand ça va être vrai de vrai, là, wow! Je sais pas comment je vais réagir. Des fois, on pense que les gens émotifs, ils vont s'effondrer, puis les gens forts, ils vont être forts, puis c'est tout l'inverse. Je sais pas si je vais être un pilier, je sais pas si je vais avoir besoin d'un pilier. Ça va me surprendre. Puis aussi, quand j'étais plus jeune, quand je voyais des personnes âgées à apprendre qu'il y avait un diagnostic fatal, je me disais, en même temps, ils ont fait, tu sais, jeunes, là, pas d'empathie. Je me disais, ils ont fait leur bout. Puis après, c'est quand même tout ce qu'on connaît, là, la vie. Il y a des gens qui s'accrochent, là. C'est pas tout le monde qui approche la mort avec dignité, là, parce que c'était peurant, là. Il y a personne qui est venu de l'autre bord pour nous dire que c'était comment, là. On a des théories, on a des croyances, mais on n'a pas de certitude. C'est difficile pour quelqu'un qui a besoin de contrôle, là, pour avoir des certitudes. Ah, c'est complexe. Je me considère chanceuse à 40 ans de ne pas avoir été plus confrontée à la mort que ça. Il y a des gens qui l'ont en face plus vite. Ouais, c'est une réponse incomplète, mais c'est ça que je te dis. Mais c'était quoi le rapport de ton père avec la mort?
absent, pas hors sujet, comme pas... Il allait pas là. Non. Mon père, il était passionné par sa job d'enquêteur à la SQ. Il en mangeait. Quand sa retraite est arrivée, c'était comme un coup de rame d'en face. Là. OK, là, on n'a plus besoin de moi. Puis rapidement, la maladie est arrivée. Fait qu'à apprivoiser ça ensemble, on n'a pas eu le temps. Il avait quel âge quand il a eu son diagnostic, ton père? 62 ou 64, je me trompe. Il était très jeune. Oui. Précoce, là. Parle-moi, 64. Parle-moi de ton deuil blanc. Comment ça a commencé? Comment tu l'as vécu? Comment j'ai vécu ça? Ça a été terrible parce que on s'en doutait comme que mon père, il allait avoir l'Alzheimer parce que c'est héréditaire, puis sa mère est décédée de ça. Puis quand il a commencé à avoir des soucis, il est allé voir son médecin de famille pour essayer d'aller chercher un diagnostic. Puis elle était zéro ouverte à ça. Elle disait, c'est ça, vieillir, on oublie des affaires, vous allez engorger le système. Fait que disons, on dit 64, mais c'est probablement 62 parce que... Il sentait que ça pouvait être ça. Il y avait des indices. Oui, ça sentait ça pas mal. Parce que si toi, tu t'en doutais... Surtout sa femme, là. Ouais. Moi, je vivais plus avec, mais... Puis c'est le chum à ma cousine, là, à un Noël qui est urgentologue, qui a dit « Hey, Jean, ça va plus. » Puis c'est lui qui a donné... qui l'a envoyé voir un neurologue, parce que la médecin de famille, on l'aime pas beaucoup d'ailleurs, là. Parce que moi, comme porte-parole de la Fédération, c'est ça. On incite les gens à avoir un diagnostic précoce parce que les choses qu'on peut faire, c'est qu'au début de la maladie. Mon père, là, quand il a eu son diagnostic, je suis allée avec lui voir le neurologue. Puis ils font ce qui s'appelle le mini-mental. C'est des questions de base pour évaluer t'es où dans la maladie. Puis mon père était comme plus capable de dire triangle. On lui a présenté une image de triangle. Fait qu'on dirait que tout ce que j'avais anticipé est arrivé rétroactivement, un peu là, comme le choc. J'ai pleuré les 2 années d'avant. Là. Je le savais que ça allait arriver. Comme. Je le savais que c'était ça. Puis mon père, il a dit, je vais guérir. Ça m'a tué, là, ça m'a tué qui essayait de se dire qu'elle allait déjouer l'indéjouable. Là. Puis après ça, c'est allé vite, vite, vite. J'ai l'impression qu'après ça, j'ai cligné des yeux. Il me reconnaissait plus. Il se reconnaissait plus sur des photos. C'est allé vite, là. J'ai eu des gros moments, c'est des paliers. J'ai eu un moment, là, quand j'ai joué dans Plan B, puis joué une policière, puis je l'ai vu regarder la série, puis pas savoir j'étais qui, là. Ça, là, je pense que j'étais 2 semaines là, sur le carreau, là. De crier à l'injustice, de faire... Je trouve pas ça humain, cette maladie-là. Je trouve pas ça... ça me rentre pas dans la tête. Mais après ça, c'est pas... Je regarde sa femme qui est tellement forte. C'était l'homme de sa vie, là. C'était... Je peux pas... elle m'inspire. Elle va le voir presque à tous les jours. Le peu de contact qu'elle peut avoir encore avec, elle l'a. Tant qu'il y a de la vie, il y a pas de l'espoir, mais il y a de l'amour. J'essaie de me raccrocher à ce qui est là. Mélange de colère, de tristesse, d'acceptation. C'est pas linéaire. Mais il y a eu des plateaux. Mais là, vraiment, on est vraiment très avancé. Fait que c'est sûr que peut-être même qu'il va y avoir... Il y a la partie honteuse qui est le soulagement aussi, là, qu'il faut nommer quand les choses vont arriver. Ça fait partie de mes réflexions. À un moment donné, ça va peut-être être mieux comme ça. C'est ça. Et tu veux dire le passage à la mort. À la mort. Ouais. Non, mais ça fait tellement peur, l'Alzheimer. Ouais. Tu sais, je pense moi, j'ai une tante, là, j'ai eu des gens, mais pas de parents, tu sais. Mais parce que je voulais que tu parles du deuil blanc parce qu'il y a tellement de culpabilité par rapport à ça. J'ai tellement entendu des gens dire, mais j'ai comme plus de mère, j'ai comme plus de père. Tu sais, Serge Denoncourt, il était à ce micro-ci, puis quand sa mère a arrêté de le reconnaître, quand elle ne le reconnaissait plus, il dit, ben pour moi, elle est morte cette journée-là. Puis elle est morte 5 ans après. Puis là, il dit, j'ai arrêté, j'allais plus la voir. Puis je me disais, mais je dis, ta sœur s'en occupait. Il dit, oui, sinon je serais retournée la voir. Mais il dit, pour moi, c'était plus possible. Puis je me disais, comment les gens vont réagir quand ils vont entendre ça? Mais c'est son histoire à lui. Moi, je suis pas là pour juger. Et ça a soulagé beaucoup de gens. De dire, ben moi aussi, c'est comme ça que je le vis. Il y a quelque chose de dur à entendre, mais en même temps, c'est comme une petite mort aussi quand la personne ne te reconnaît plus. Ben oui.
Puis moi, j'ai une amie qui est passée à travers ça, qui m'a été d'un franc secours parce que quand mon... tu sais, je suis vraiment pas bonne dans les années. J'ai 40, puis mon père, il a tapé dans 55, fait que là, il a 70, fait que c'est quoi, c'est ça, 6 ans. Il y a 6 ans, j'avais 34 ans, là. J'étais dans ma grande vie active, là, je le suis encore. C'est comme si on n'en fait jamais assez. Puis elle m'a dit, quand même que tu irais le voir à tous les jours, si ton père est encore tout là, je pense qu'il te dirait de profiter de ta trentaine, là aussi. Là. Je pense pas que c'est dans l'intérêt de personne que tu ailles le faire manger tous les midis. Là. Je pense qu'on... Puis je pense même pas que ça soignerait ma culpabilité dévorante. Là. Il n'y a pas vraiment de poigne là-dessus. Mais c'est vrai que là où j'ai un malaise, c'est que moi aussi, j'ai sa femme. Je repose sur sa femme qui va le voir à tous les jours. Serge, il y avait sa sœur. Mais quand... C'est dur sur le prochain aidant qui sait que si lui, elle y va pas, l'autre ira pas parce qu'il est pas capable. Je veux pas racheter la culpabilité aux gens. Non, mais ça fait partie de la réflexion, Anaïs. Il y a tout ça là, qui est compliqué. C'est plus facile quand on a quelqu'un qui est complètement commis aussi. Là. Moi, c'était pas là. Seigneur, je trouvais ça tellement plus difficile à vivre. Je me considère bien chanceuse là, Monique, qu'elle s'appelle, qu'elle prenne ça comme... qu'elle se dédie pour ça. T'sais. Ça me permet, moi, d'avoir de l'espace. Là. Ouais, j'ai pas de réponse encore une fois. Mais oui, je pense que... Mais en fait, ça amorce quand même une grande réflexion par rapport à la mort. Ouais. Est-ce que tu es en paix, toi, par rapport à la mort? Est-ce que je suis en paix? Pas tant. Non, hein? C'est difficile d'être en paix. Tu sais, moi, ma mère, elle voulait pas mourir jusqu'à la fin. Tu sais, moi, je me souviens, le médecin est venu nous voir, puis il demandait, voulez-vous l'aide médicale à mourir? Tu sais, puis elle voulait rien savoir parce que elle parlait presque plus, puis elle disait, non, moi, ça va pas me tuer. Ça faisait 4 ans qu'elle se battait. Ça devait avoir 3 mois à vivre. Elle a vécu 4 ans. Accrochée, là. Puis je me souviens, le médecin était venu voir après. Elle dit, tu sais, maintenant, on est capable, là, ça fait quelques années que l'aide médicale à mourir existe. C'est un choix du malade. Puis elle dit, on commence à comprendre qu'il y a des profils. Elle dit, clairement, votre mère, c'est pas une candidate parce qu'elle n'abdique pas. Elle croit encore à la vie. Ça fait que, tu sais, moi, je dis, mais là, il faut arrêter d'y demander parce qu'à toutes les fois qu'il demandait, ça la mettait dans un état de panique, de crise existentielle, de savoir, il m'offre de mourir. Elle comprenait pas à ce moment-là pourquoi on n'arrêtait pas de lui offrir de mourir. Puis pourtant, nous, on le voyait, là, mais ça t'appartient jusqu'à la fin, là. Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir que, je me disais, effectivement, l'aide médicale à mourir, c'est pas tout le monde, puis on peut pas forcer. Moi, je voulais certainement pas la forcer, parce que moi, j'aurais été comme elle. Moi, je pense que je sais pas si j'abdiquerais. Mais c'est parce qu'on parle quand même de la mort, là. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a un niveau de souffrance à un moment donné qui fait que c'est dur de répondre, mais quand je l'observais, oui, c'est ça, c'est que ce que tu vois, tu le verras plus, là. C'est fini après, là, peut-être, là. C'est ça. Puis, tu sais, c'est drôle parce que sur le site de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, il y a maintenant l'onglet « Aide médicale à mourir ». Ça peut faire partie de ta réflexion quand tu as ton diagnostic. Puis ils se sont dit, quand on va racheter cet onglet-là, on va être submergé d'appels. Pas tant que ça. C'est rassurant de savoir qu'il est là pour le monde qui a un diagnostic, mais c'est pas tout le monde qui est comme « Parfait! » Quand je suis, mettons, je n'ai pas quoi, incontinent, on arrête ça. C'est pas ça que ça fait, mais non plus. Là, c'est comme, et c'est pas de même, ça marche. Ouais, fait qu'après ça, quand je suis plus capable de tenir une fourchette, c'est fini. Il reste de la vie. En tout cas, c'est vraiment épineux. C'est pas noir ou blanc. Là. Mais tu sais, quand est arrivée toute cette discussion-là sur la place publique, puis disait, bon, là, je m'excuse si je me trompe de mots, mais c'est genre un tuteur qui sera nommé par la personne qui, à un moment, tu sais, la personne va dire, quand je serai rendu là, ce sera le temps, tu sais, de donner ça à quelqu'un. Mais parce qu'il y en a qui avaient peur de dire, ben peut-être que ça va arriver trop vite. Tu sais, il y avait beaucoup de cette discussion-là. Mais je pense que quand tu arrives à ce moment-là, puis si tu es encore conscient ou peu importe, c'est difficile. Mais il y en a qui le font. Tu sais, j'ai entendu, je n'ai jamais assisté à l'aide médicale à mourir, mais j'ai entendu des histoires extraordinaires, tu sais, que la personne part en paix. Puis c'est sûr que moi, si ma mère avait accepté, je pense que ça aurait été plus facile de la voir partir en paix que de l'avoir partir en braillant. Je comprends. Tu sais, c'est pas simple. Mais dans le cas de ton père, lui, il est comme plus dans le monde présent, là. Non, mais tu sais, il sourit encore. Des fois, il te fait un clin d'œil. C'est que c'est ça, il est encore là. Il est là, il est parti où? Il est pas... Je sais vraiment... C'est une maladie qui est terrible. Ouais. C'est une maladie aussi qui est difficile pour les proches, pour la famille, pour... Ouais, c'est souvent aussi c'est là que
quand tu as ton diagnostic, tu le sais que tu vas être un fardeau pour ton entourage aussi. Puis c'est ça qui est... Souvent, les gens vivent encore plus mal avec ça qu'avec l'idée de se perdre eux-mêmes. Là. Parce qu'ils savent la suite. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que ça t'apporte quand même, cette épreuve de vie-là? Toutes sortes de faire. Et moi, j'ai pas vraiment eu besoin d'électrochoc pour avoir une urgence de vivre. Là. J'en ai déjà une. Mais ça, disons, une petite couche de plus. Ça va vite. Ça passe en un clin d'œil. Faut prendre des risques, faut s'aventurer, faut vivre, là, puis vite. Mais il y a aussi le fait... c'est vraiment terrible, cette partie-là, mais... j'ai encore une mère, bien sûr, mais perdre un peu la figure paternelle, c'était perdre un petit peu l'autorité quand même. Il y a quelque chose où je suis... C'est terrible. Mais ça donne un petit peu... je me sens plus une adulte, n'étant plus exactement la fille de... Tu te sens plus libre? Je me sens plus libre d'être qui je suis un petit peu, moins dans le spectre de, moins dans la... Pas, de toute façon, mon père, c'était introjecté, là, c'était pas vraiment mon père qui me disait quoi faire. Mais, non, mais je comprends tellement ce que tu veux dire. Là. Il y a quelque chose où je m'appartiens, une petite affaire. C'est le seul côté positif, tout le reste, c'est de la merde. Là. Mais ça, au moins, ça m'a donné ça. Je m'assume plus comme femme adulte. Je sais pas comment l'exprimer autrement. Ouais. Ben, je pense que tous ceux et celles qui l'ont vécu, on te comprend. Ouais, OK. Ouais. C'est touché, là, mais ouais, c'est ça. Ouais. Ben, merci de toutes ces confidences-là. Ça, tu sais, ces discussions-là, souvent, on n'a pas d'endroit pour en parler. Non. Et là, donc, quand on était, tu as cette générosité-là d'en parler, alors pour ceux et celles qui écoutent, puis ça fait du bien. Ça fait du bien de voir qu'il y a un écho. Ça fait du bien de voir, OK, parce que je me souviens, j'avais fait une émission à un moment donné sur la proche aidance. Hey, c'est ça. Les proches aidants, il y en a, là, puis on n'en parle jamais. On parle pas de la réalité de ces gens-là. C'est terrible. La proche c'est ça. C'est comme ta belle-mère, là, ouais. la femme de ton père. Tu sais, puis Rose-Marie Charret, qui est psychologue, qui a été proche aidant de son mari, nous parlait, puis elle disait, il faut qu'on demander de l'aide, parce que souvent, les proches aidants, comme ils sont le pilier, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas demander de l'aide parce que comme une faiblesse, comme ils aident déjà quelqu'un, ils ne peuvent pas, eux. Mais oui. Ils deviennent entièrement déviés. C'est ça, ils ne pensent plus à leurs besoins. Là. Exactement. Alors, je pense que l'entourage, des fois, ça peut être des petits gestes, mais qui donnent de l'oxygène à ces gens-là. Absolument, oui. Puis, ça fait plaisir aussi d'aller visiter. Mettons, je pense à mon père, là, aller le visiter, puis considérer encore qu'il est parmi nous, ça fait du bien au proche aidant. Même si c'est pas pour le soigner, là, c'est juste pour assumer qu'il est encore là. On dirait que ça... Parce qu'à un moment donné, il est comme juste vivant pour elle, on dirait. D'aller juste aller le voir, là, en même temps qu'elle, je trouve que ça donne ça donne une petite tape dans le dos, pareil. Ouais, des petits gestes, des petites affaires. Des petits gestes, oui. Montrer qu'on est là. Oui. Ça fait la différence. On s'en va complètement dans un autre registre. C'est le niveau Eros et compagnie. Oh my God. Alors, tu vas m'en donner 4, s'il te plaît. C'est le genre d'entrevue là, que je vais sortir d'ici puis je me rappellerai plus pantoute de ce que j'ai dit. Il y a comme j'ai une switch à on des fois. Là. J'ai l'impression que le barrage est ouvert. Là. Et je t'en donne 4? Oui, tu m'en donnes 4. Mais c'est bien, c'est correct que tu t'en souviennes plus. Alors, Eros et compagnie, la première question. Es-tu à l'aise avec la nudité? Qu'aurais-tu voulu savoir sur la sexualité à 20 ans? Quel est ton langage de l'amour? Donc, il y a paroles valorisantes, donner des mots de soutien, service rendu, les cadeaux, le toucher. Ou encore, es-tu confortable dans la sphère de l'intimité? Je vais y aller avec ça. Alors, tu choisis, qu'aurais-tu voulu savoir sur la sexualité à 20 ans? Je ne trouvais pas que la sexualité, c'était lié à l'humanité. C'était lié à des... Ça devenait quelque chose de très, très à part et très, très, je vais dire, théâtral ou sketch ou à l'extérieur de moi. C'était très dans la représentation de quelque chose. J'avais une image de ce que ça devait être, de comment ça devait se passer. Puis ça se limitait pas mal à ça. Puis, et en vieillissant, là, quand tu permets d'être
de nommer des affaires qui sont pas si sexy dans les mots, d'être toi-même, de rigoler pendant la sexualité, ça devient exponentiel. Tu sais, on parle toujours de l'image de « s'est pogné une petite poule de 20 ans ». Moi, je nous trouve bien meilleurs à 40 ans qu'à 20 ans. Là. On crie peut-être plus fort à 20, on fait peut-être plus de sketchs, mais on connaît bien moins d'affaires. J'aurais voulu savoir justement permets-toi d'être toi-même. Vraiment, communique, parle. Puis, sortir de ta gêne, c'est de dire que t'es gêné aussi. Je trouve que je me permettais pas beaucoup de... Je rentrais dans pas un personnage, là, mais une zone, disons. La zone sexe était complètement... Elle n'était pas reliée au lien émotionnel? Pas du tout. OK. Donc, c'est plus mécanique à quelque part. Même avec un chum, là. OK. Ah oui, même dans cette... Même dans un couple, on dirait que le sexe, ça devenait le sexe. Je sais pas comment le décrire. Ouais. Mais c'est que tu n'avais pas de lien. Non. Est-ce que tu as l'impression que c'est ce que tu as vu à la télé ou ce que tu as lu qui t'a influencé à penser comme ça? C'est un malaise ou? Ben, je pense aussi que j'avais l'idée de ce que l'autre voulait, puis que de ce qui était cochon puis sexy. Fait que j'essayais d'obéir aux standards que je pensais. Fait que j'étais vraiment loin de mon plaisir. Je m'en foutais pas mal, en fait. Mon plaisir, c'était ton plaisir. C'était vouloir être dans l'œil de l'autre un bon coup. Alors, ça veut dire que tu n'avais pas tant de plaisir que ça, toi? J'étais pas là, hors sujet, encore une fois. J'étais pas là-dedans. J'étais pas dans mon plaisir. J'étais dans mon plaisir. C'est ça, tu sais, mettons, on va aller là, mais. Tu sais, un orgasme, mettons, là. Des fois, là, entre amis, on disait, ouais, moi, je pense, j'en ai eu un. Ouais, moi, j'en ai, je pense. Quand tu dis je pense, là. Non. C'est pas sûr que tu t'as su c'était quoi. Fait que longtemps, j'ai pensé que j'étais dedans. À un moment donné, là, tu fais, oh, OK, oh, bye. Non. Là, je pense plus. Puis là, à un moment donné, tu sais, quand t'es même pas dans la sphère de que tu peux ressentir des choses aussi intenses, c'était pas vraiment ça mes enjeux. C'était pas ça mes préoccupations. C'était d'être mémorable aux yeux de l'autre, je pense. Et c'est quelque chose, hein? Fait que, parce que je voulais plaire beaucoup. Puis c'est une époque aussi, on voulait. Je m'affirmais pas. Si je changeais d'idée ou si je voulais pas laisser l'autre à mi-chemin. Hey, le blue ball, là. Non, il fallait que je me rende au bout. Je pouvais pas. J'étais au service, puis je pensais que j'étais libre dans cette manière-là. Je pensais que c'était ça, faire ça. Je pensais que c'était ça qui était. Je pensais que c'était ça, en fait. Puis. C'est ça, ça a été par petite expérience, par thérapie, discussion, ouverture, vulnérabilité. Non, c'est bien plus un gros pudding que ça. C'est tout. C'est une danse bien plus le fun, là. C'est pas... C'est plus large, mais oui, ça. C'est très différent de ce que je pensais. Et quand t'as connu, c'est-à-dire une sexualité connectée à toi, connectée au cœur... Là, tu l'as su à ce moment-là. C'est là que tu as compris qu'il y avait quelque chose d'autre. Mais là, j'ai compris aussi que ça mène le monde, hein, cette affaire-là. C'est fort. C'est plus fort que la police, là. C'est plus fort que tout quand il se passe quelque chose, je vais dire dans le noir, mais c'est obligé d'être dans le noir avec quelqu'un, il y a quelque chose d'assez phénoménal. Moi, j'en reviens pas encore là, de l'expérience sexuelle. À un moment donné, j'en dirais que j'en aurais parlé tout le temps. J'avais mais presque plus de pudeur par rapport à ça. C'est gratuit hein, quand même, c'est incroyable. Ouais, mais alors, je sais pas, il y a quelque chose que je me suis beaucoup plus rapprochée de mon impudeur puis de ma liberté, puis ça m'a fait vraiment, vraiment du bien. La liberté avec ton corps aussi. Oui, autant que je peux avoir des complexes, autant qu'il y a une zone où à un moment donné, il faut que ça prenne le bord. Là. Faut pas que tu sortes de toi puis tu te regardes. Là. Ça, c'est pourri. Là. Faut que tu restes dans le moment. Puis, est-ce que tu es capable de nommer tes désirs à l'autre? Oui, de plus en plus. Faut-il que l'autre soit capable de le recevoir? Là? Oui. Ça se fait à deux. Mais c'est parce que la communication émotionnelle dans un couple, c'est pas tout le temps égal, ça non plus. Là. Non, c'est ça. C'est pas tout le monde qui est rendu où toi t'es rendu. Exactement. Tu peux rencontrer les pudeurs de l'autre, puis il faut que tu respectes ça. C'est pas parce que t'es libre que t'en as plus de pudeur non plus. Faut trouver un terrain de jeu qui plaît à tout le monde, mais il faut en parler parce qu'on peut pas lire dans notre tête. Bien qu'il y ait une partie très animale, il y a une partie qui reste... Il faut établir les règles du jeu quand même, là, vocalement. Ça fait que toi, t'es à l'aise dans cette sphère-là. Mais de plus en plus, oui.
J'aurais pas pensé que c'est à 40 que ça serait là que le plus powerful, encore en fait, le plus puissant. Mais ouais, je trouve ça beaucoup plus excitant qu'à 20 ans. Mais j'aime ça quand les femmes parlent de sexualité parce que ça éveille aussi d'autres femmes. Ouais. À dire, ben oui, ça continue, la vie sexuelle. C'est pas juste à une tranche d'âge. Ça continue et ça évolue. Et nos besoins évoluent aussi. Oui, mais les clichés évoluent aussi. On a l'idée de la femme qui a toujours mal à la tête puis qui veut pas. Puis il fait un temps où j'ai plus connu de femmes mal baisées que d'hommes mal baisés, moi. Je trouve qu'il y avait des femmes beaucoup plus carencées que d'hommes. Je dis pas qu'il n'y en a pas des hommes, je dis qu'il y a toutes sortes d'histoires, mais il y a aussi des femmes qui ont pas ce qu'elles cherchent au lit, qu'elles osent pas le nommer, que l'orgueil chez le partenaire masculin, c'est plus vrai, là, cette affaire-là, que la fille, elle aime pas ça, puis que... Non, mais ça, c'est vieux, cette affaire-là. Ben oui, c'était comme... C'est une vieille idée, là. Mais peut-être qu'à ce moment-là, la femme, elle se sentait pas libre de nommer ses besoins, puis elle avait pas de fun non plus. Il y a ça. Tu comprends? Si c'était pas plaisant, elle avait pas le goût. Tu sais, peut-être que ces femmes-là... Tu sais, il y a une époque, peut-être que l'orgasme féminin n'était pas si compris que ça, tu sais. Oui, absolument. Parce qu'on a fait un podcast avec Jeannette Bertrand, puis elle dit, tu sais, à l'époque, ça, elle a 100 ans, là, elle dit, à l'époque, on se devait au devoir conjugal. Il n'y avait pas de question, là. Je veux dire, si c'était 3 fois par semaine, c'était le dimanche soir, c'était ça. Il n'y avait pas une question de désir. De rencontre. C'est exactement comme de mise en place. Non, c'est comme ça. Alors, c'est sûr que peut-être que le plaisir féminin n'était pas non plus contenté, tu sais. Absolument. Si tu ne trouves pas de plaisir, ben ça se peut que tu ailles mal à la tête, là. Ah, ça se peut que tu trouves des excuses pour éviter le devoir, là. C'est une tâche. Ouais. Mais c'est des femmes comme Jeannette, je trouve. Jeannette. Tu sais, quand à la question qu'est-ce qu'on t'a reproché, plus souvent, j'en parlais d'ailleurs à l'ouverture, c'était, elle dit ce qu'on m'a reproché le plus souvent dans ma vie, c'est de parler de sexualité. Et il y a encore quelque chose avec ça, c'est vrai. Imagine. Tu sais, puis elle en parle encore, tu sais, toutes ses craintes face aux autres générations versus la pornographie qui est accessible et tout ça, elle est encore là. Elle pense à ses arrière-petits-enfants versus la sexualité, c'est quand même fou. C'est incroyable. Mais tu sais, elle a quand même osé mettre la sexualité féminine à l'écran. À l'écran, oui. Ah ouais, dans une époque pleine de préjugés. Oui. Ben oui. Mais ça change tout. Mais pour les hommes aussi, ça change. Tu sais, quand les deux, que ce soit 2 femmes, 2 hommes, une femme, peu importe, quand les deux sont bien dans cette sphère-là, ça change tout. Bien sûr, absolument. Dernière question. Opto-réseau. Quand tu revisites ton enfance, quel est ton plus beau souvenir? Oh, mon plus beau souvenir. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ben, nous, on avait vraiment des beaux Noëls avec la famille élargie, là. J'ai un oncle qui était très, très dévoué, qui organisait des jeux, là, qui réunissait tout le monde. Là, on jouait aux poches, là, puis il y avait comme des grands tournois, puis il faisait faire des médailles, puis mes cousins, mes cousines, je les adorais. Je me rappelle des nuits de Noël, là, les fils se touchaient. Là. Je pense que tout le monde est là, ensemble. On prenait ça au sérieux. Il y avait un Père Noël, un autre oncle déguisé en Père Noël. Je trouvais ça beau, l'énergie déployée pour nous rendre ça magique. Là. Ça, je suis très, très... Beaucoup de gratitude pour ça. Je pense à toi, mon oncle François, là, qui faisait vraiment des Noëls extraordinaires, des gros parties. C'était... ça, c'était bien... Puis de la bouffe à pu finir, puis l'abondance, là. C'était super. Est-ce que tu es toujours à la recherche de ça quand arrive la période des fêtes? Qu'est-ce que je... T'ennuies-tu de ça? C'est sûr que je m'ennuie. Il y en a vraiment moins. C'est moins... Justement, on ne reçoit plus 25 personnes. Là. Le monde est fatigué. Là. C'est bien correct. Mais puis il y a moins d'enfants autour de nous. Les familles sont moins nombreuses. Mais maintenant, c'est... je le vis de manière très ludique. Là. Le sapin, les petites niaiseries, les cadeaux, les décorations. Je ne boude pas du tout mon plaisir. Là. J'assume mon côté quétaine. Là. Complètement. Ouais. C'est-tu le fun, ça, assumer son côté quétaine? Oui, Anne-Elisabeth, première année de conservatoire qui était dans le mépris, là, elle n'existe plus. Là, j'ai plus peur. Là. J'ai plus peur de rire de moi, j'ai plus peur de ces affaires-là. J'ai plus peur d'être quétaine, puis ça fait du bien. Est-ce que tu dirais que la quarantaine, c'est la plus belle dizaine de ta vie jusqu'à maintenant? Ah, c'est pas pire 40, ouais. Je pense que ça s'enligne pour être bien le fun. Mais ça va en s'en mieux temps tout le temps jusqu'à maintenant. Je pensais que je m'en remettrais jamais de la vingtaine tellement je trouvais ça cool. La trentaine était meilleure. La quarantaine, le savoir accumuler, l'expérience, être plus empathique, plus humain, tout ça, c'est mieux. Plus tu es arrivé de la douleur, plus tu es arrivé d'expérience, plus tu es en mesure de comprendre l'autre, plus les moments sont profonds. C'est ça qui est super en vieillissant. C'est la profondeur des expériences.
même s'ils sont pas belles, elles vont servir à en faire des belles. Merci, Anne-Elisabeth Bossé. Quelle rencontre. Merci. Wow, j'ai tout dit. T'as tout dit? Ça fait du bien. C'est mes conversations préférées. C'est tellement... on devrait toujours parler de ça. Mais on prend le temps. Ça fait du bien, c'est le fun. On prend le temps de s'écouter. Puis en même temps, c'est un échange. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je veux dire aux gens, la question Spaceman, c'est une question Patreon. OK. Donc, c'est les gens qui s'abonnent à Patreon qui vont entendre ta réponse. C'est bon, vous devriez vous abonner. Mais oui, la réponse, elle est en rapport à la spiritualité. Alors, vous pouvez vous rendre sur Patreon si vous voulez entendre la réponse d'Anne-Elisabeth Bossé. Évidemment, sinon, tout l'ensemble du jeu est disponible sur toutes les plateformes et ça gratuitement. J'avais vraiment hâte de te recevoir pour vrai. Et j'ai déjà hâte de te recevoir pour un Ouvre ton jeu 2. Ah, ça va me faire plaisir. Oui, parce que là, il y a plein d'affaires, je trouve, qui sont en ébullition dans ta vie. Il y a quand même des choses qui se passent. Oui, puis je sens que les prochaines années vont être très changeantes aussi. Tu sais, des fois, on est sur un petit... Ouais. On est sur la... Ouais, c'est tranquille, mais là, il y a de quoi de... J'ai l'impression que ça va bouger, là. Fait que on se laisse aller. Eh bien, merci encore. Et merci à tout le monde d'avoir été là. Puis on se dit au prochain podcast. Bye bye tout le monde. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être. Les jeux de table Ouvre ton jeu édition originale et édition couple sont disponibles partout en magasin et sur randolph.ca.